Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde, bienvenue à un dernier épisode de 2025 pour Une tasse de tech. Parce que la nouvelle année s'en vient. On voulait en faire une de plus. On a fait notre spécial Noël la semaine dernière et là, on fait un spécial post-Noël. Vous savez, c'est 3 jours où on ne sait pas quoi faire. Vous viendrez écouter ce balado aussi, mais aussi nos épisodes précédents. Alain McKenna ici avec Pascal Forget. Salut Pascal! Bonjour, monsieur. Toujours content de te parler. On va se reparler au CES en 2026. J'ai assez hâte qu'on Prochaine fasse étape, ça. Las Vegas, exactement. Ouais, monsieur, ça fait longtemps que je suis pas allé. J'ai déjà des cauchemars d'angoisse où je suis perdu dans les hôtels de Las Vegas. Pour vrai. Je suis allé J'en rêve, là. J'en rêve que je suis perdu à Las Vegas. Et là, ça va revenir, c'est sûr, mais ça va être le fun cette année. J'ai bien hâte d'y retourner. Nos partenaires pour le podcast TELUS et Plan Hub, peut-être des nouveautés pour 2026, surprise. Dans cet épisode, on va parler de la télé câblée sans décodeur. On l'attendait. Ça, sérieusement, c'est une bonne nouvelle. J'espère que ça va faire depuis le temps bouger les autres opérateurs, les autres fournisseurs de services. Les données des élus québécois fuitées. Et ça, c'est très, très c'est drôle. une étonnante nouvelle. Ben, pas étonnant dans le sens qu'on s'attendait à ce qu'un jour ça arrive, mais étonnant dans le sens que la source de cette information-là est étonnante. Oui, moi aussi, quand j'ai vu une nouvelle, c'est pour tout de suite, c'est Proton VPN qui a fait cette annonce-là. Je me suis dit, OK, il s'intéresse aux données québécoises, assez ciblées comme marketing. Perplexity Comet qui devient public, ça, c'est quelque chose qui va plaire à ceux qui veulent utiliser l'intelligence artificielle partout. Des centres de données souverains. On va parler de la Pixel Watch 4, d'une bague connectée décevante et d'une annoncée qui m'a un peu déçu aussi. On va parler de l'intelligence à son doigt ou d'avoir des notes à son doigt facilement. Pas sûr. Vous connaissez sans doute l'expression under promise and over deliver, qui est un truc qu'on associait beaucoup à Steve Jobs à une certaine époque, l'ancien, évidemment, grand patron, maintenant décédé d'Apple, qui disait promettez le minimum possible, puis faites-en en plus, et vos clients seront agréablement surpris. Dans le créneau des gadgets et des jeunes entreprises qui se lancent sur des plateformes comme Kickstarter, on a tendance à faire le contraire. À trop promettre et à se rendre compte que c'était irréaliste et à sous-livrer ensuite un produit qui est décevant. Et c'est exactement ce que j'ai essayé depuis quelques semaines. Je vais vous en parler plus tard. Dans le département des nouvelles, qui est à peu près temps qu'elles arrivent, qu'elles se produisent, devrais-je dire, on a un premier espresso de tech, je vais dire comme ça, qui touche la télé câblée, en fait, la télé par abonnement canadienne. Bell a annoncé cette semaine que son service Fibre Télé allait désormais être offert sans équipement particulier au Québec et en Ontario, c'est-à-dire qu'on enlève de l'équation le fameux décodeur, le terminal, le récepteur, l'appelez-le comme vous voulez, mais la boîte qui était nécessaire, qu'on devait brancher par câble coaxial ou par fibre, en tout cas peu importe comment vous fonctionnez, à une source qui nécessitait de faire venir à la maison un technicien et qui prenait quand même quelques jours avant que le technicien se pointe. Puis là, on ne savait pas trop si ça allait marcher parce que des fois, il fallait qu'il monte dans le poteau, dans le coin là-bas, dans le fond de la cour, parce que des fois, le signal n'était pas jusqu'à votre coin de rue. Ça prenait du temps, ça coûtait cher. Ben, on vient de se débarrasser de tout ça chez Bell avec Fibre Télé, qui devient essentiellement une application téléchargeable sur des téléviseurs connectés. Évidemment, il faut avoir un téléviseur compatible. Chez Bell, on cite les télés de marque Samsung, LG et Roku comme étant déjà compatibles. C'est-à-dire que l'application existe dans leur boutiques d'applications respectives. J'ai pas vérifié, je présume que du côté de Roku, ce sont évidemment les téléviseurs, mais aussi probablement les récepteurs, là, les sticks et autres appareils express sur lesquels on a accès aux mêmes applications sur le téléviseur. Donc, on peut simplement aller au magasin, acheter un stick qui coûte comme je pense 40 ou 50 $ maintenant et simplifier toute cette connectique-là. L'appli Fibre Télé, bien évidemment, est téléchargeable et on promet chez Bell la même expérience, la même interface télé qu'on aurait si on avait le service traditionnel, donc en direct et en rattrapage et tout le reste. C'est drôle parce que je ne sais pas si c'était voulu comme timing, mais on a parlé plutôt cette semaine de ce forfait combiné là, de Crave et de Tout TV à 16 $ par mois qui a fait jaser beaucoup. J'ai pas fait de follow, j'ai pas fait de suite sur cette nouvelle-là, mais j'ai parlé aux gens du côté de TVA et de Vidéotron pour savoir ce qu'ils en pensaient. Et évidemment, ils sont pas très contents. Il n'y a pas que des gens heureux de cette entente-là. Et elle survient dans un contexte de consolidation des services télé, des services de vidéo, je devrais dire, audiovisuel en tout cas, à la demande, parce qu'on a parlé de Netflix,
de Warner Brothers et maintenant de Paramount Skydance qui veut aussi surenchérir pour mettre la main sur Warner Brothers. Et ça, c'est évidemment dans les services anglophones, mais ça touchait aussi le service HBO Max qui était intégré chez nous à Crave en français et en anglais. On sent que 2026 va être une année où il va bouger, il va se passer beaucoup de choses dans ce marché de la vidéo. Peu importe comment vous regardez votre divertissement du visuel, il y a des choses qui vont évoluer. L'argent, ça va à des places. Les consommateurs s'en vont à d'autres places. Il y a clairement une friction qui s'installe là. Donc, je ne sais pas si l'année prochaine, à ce même moment de l'année, si on va parler des grandes transformations, parce que ça pourrait prendre du temps tout ça à se concrétiser, mais quand même, ça évolue et ça va très vite. La fin du décodeur devrait sonner une cloche chez les gens du CRTC. Oh, que oui. Je vais juste dire ça, parce que tout d'un coup, la télé n'est plus un matériel limité par la capacité matérielle de livrer le signal. Et il me semble que c'était la distinction qu'on faisait pour dire non, Netflix, tout ça, c'est pas notre problème parce que ce sont des services. Et là, on tombe dans le même. Ça va être une conversation intéressante à avoir en 2026. Oui, j'ai bien hâte de voir le succès de cette option-là parce que ça permettrait d'acheter n'importe quelle télé intelligente compatible, d'aller chercher les services d'un fournisseur comme Bell et bam, tu n'as pas besoin de boîte assez cool. Du moment que tu as une connexion Internet, ça peut changer la donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Autre nouvelle, les données des députés québécois qui ont fuité, et c'est pas les députés québécois qui ont fuité, je trouve ça très drôle. C'est ProtonVPN, la compagnie suisse qui offre des services axés sur la vie privée en disant, regardez, payez-nous et nous, on s'assure qu'on n'utilise pas vos données, on garde vos données privées et tout. Ils ont révélé que les données de 38 députés québécois ont été exposées sur le dark web. Il y a 11 mots de passe qui ont été fuités. Donc, c'est des gens qui réutilisent leur mot de passe. C'est pas cool. Il y en a 6 mots de passe là-dessus qui sont en clair. Donc, tu connais le mot de passe du député. Et encore une fois, pour les pirates, si tu rajoutes, tu as un mot de passe, par exemple, banane 56, ben là, tu sais que la personne utilise quelque chose. Tu peux essayer banane 57, tu peux essayer d'autres comme variantes de ça. Les fuites de données des députés québécois comprenaient également des renseignements personnels sensibles comme des numéros de téléphone, des adresses, des dates de naissance, des adresses IP, donc d'où ils se sont connectés, de quel endroit, ce qui est encore un truc. Pour des députés, encore une fois, c'est des gens, on parle de sécurité nationale, on se dit c'est des députés québécois, qu'est-ce que ça doit être des chefs d'État peut-être de pays, Donald Trump, parce que ces données circulent comme ça? Bonne question. Le truc qui est fou là-dedans, c'est que les données d'un seul député sont apparues dans 19 fuites distinctes de données, incluant de nombreux mots de passe et des informations personnelles sensibles. Écoute, on espère que c'est pas Mathieu Lacombe qui est en charge de toute la question de la découvrabilité sur les plateformes numériques, parce que ce serait un méchant désaveu. Mais il y a quand même certainement des élus qui ne sont pas très à l'aise avec la technologie, ça c'est certain. C'est ça, et il semble que l'hypothèse de ProtonVPN qui a révélé cette information-là, c'est que les fuites de données sont probablement arrivées quand des responsables politiques se sont inscrits à des services comme LinkedIn ou Dropbox en utilisant leur adresse professionnelle, leurs informations professionnelles. Fait que c'est des services. Ensuite, si le service se fait pirater, voilà, les données sont dans la nature. On suggère d'utiliser des alias, des avatars. C'est un service que ProtonVPN offre. Fait qu'au lieu de te connecter avec ton adresse officielle, tu te connectes avec une autre adresse qui est plus discrète, plus anonyme, qui est connectée à ton véritable compte derrière. Fait que si jamais il y a une fuite de données, ben, c'est une adresse anonyme qui circule, qui est plus difficile à associer à ta véritable adresse professionnelle ensuite. Voilà. C'est une astuce intéressante. Il y a aussi le service Surfshark qui offre cette option-là, si vous avez VPN. Et ça, je m'en sers souvent pour des services qui demandent un abonnement. Donnez-nous votre nom, vos coordonnées. Bam, j'entre des coordonnées fictives. Et si jamais je me mets à recevoir du spam ou des trucs étranges à cette adresse-là. Tu sais d'où ça vient? Ben oui. Je sais d'où ça vient, je sais de quel service a mal utilisé les données que je lui ai confiées. Je veux dire ceci parce que c'est probablement ce qui s'est passé. Si vous vous abonnez et vous voulez créer un compte ou une page sur LinkedIn, sur Facebook, professionnel,
en voulant dire, c'est la page où je vais me présenter comme député de telle circonscription ou comme représentant de telle entreprise. Ça n'a pas besoin d'être les informations de votre entreprise ou de votre rôle que vous utilisez, le courriel et le mot de passe. Ça peut être deux choses complètement séparées qui vous identifient, mais l'information ensuite publique, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais réutiliser le même mot de passe et les mêmes adresses email partout, ça fait partie des problèmes de sécurité et des fuites et des raisons pourquoi les gens après ça disent « Je veux rien fait! » T'as fait ça. Donc voilà. Les gens disent toujours j'ai rien fait. Ça, c'est toujours la chose. Mon ordinateur va pas bien, j'ai un problème, il y a un message qui apparaît, j'ai rien fait. Comme OK. Non, c'est correct, mais ça. OK, on va essayer de trouver d'où ça vient. J'ai rien fait. Les gens qui ont perdu des dizaines de milliers de dollars dans leur compte bancaire parce qu'ils avaient un keylogger installé sur Windows sur leur PC qui font comme moi, j'ai jamais rien fait. Non, tu as utilisé ton ordinateur qui était infecté, qui avait un message qui popait dans le coin qui disait hey, ton antivirus. Il a fallu qu'il s'infecte cet ordinateur et là, ça n'arrive pas comme par magie. Et voilà. Puis parlant justement d'infection et de trucs bizarres, le lien est drôle, mais le navigateur Perplexity Comet est maintenant public. Je trouve ça assez chouette. Perplexity, c'est cette entreprise d'intelligence artificielle qui se veut comme une espèce de moteur de recherche plutôt qu'une espèce d'outil à la ChatGPT où on crée toutes sortes de contenus un peu bizarres. Et dans le département des moteurs de recherche propulsés par l'intelligence artificielle, Perplexity a quand même une très bonne cote, une très bonne réputation. Et il y avait depuis quelques mois le navigateur web Comet qui est créé par Perplexity, qui était disponible de façon semi-bêta, semi-privée. Là, on a annoncé cette semaine que le navigateur peut être téléchargeable gratuitement par tout le monde et donc il est entièrement fonctionnel. On promet nécessairement d'utiliser l'intelligence artificielle pour simplifier la navigation web. Entre autres choses, ça aide à regrouper ses onglets. Si vous êtes du genre à avoir 18 onglets, et même 38 onglets, et même 60 onglets ouverts pour pas de raison, on va faire un peu le ménage en regroupant par thème ou par source ou peu importe. Il y a un assistant courriel aussi, si vous utilisez l'outil pour vos courriels, qui peut faire des résumés de messages pour reprendre le fil d'une conversation que vous avez peut-être ratée. Permet aussi de faire le lien entre les messages reçus et l'agenda. Si des gens vous disent « Hey, on se parle-tu à 2h30? » Ben là, tu peux tout de suite aller considérer que l'IA va prendre ça en charge et créer une petite alerte dans votre agenda personnel. Il y a aussi une fonction de résumé pour l'action sur les réseaux sociaux. Si vous voulez savoir tout ce qui s'est passé sur X, je ne sais pas qui veut savoir ça, mais mettons que ça vous intéresse, l'IA va vous le proposer plutôt que de tomber dans l'espèce de doom scrolling de la mort qui est souvent provoqué par les réseaux sociaux. Et il y a aussi une aide au commerce électronique, c'est-à-dire que si vous chargez des trucs dans un panier et que vous perdez le fil de ce que vous achetez en ligne, ce qui est pratique quand même pendant le temps des fêtes, l'IA peut vous aider à faire le tri, enlever les choses que vous ne voulez pas acheter, des choses comme ça. C'est gratuit. Évidemment, ça aide Perplexity, tout ça, à entraîner son propre modèle. Donc, c'est une bête qui se nourrit d'elle-même. C'est à vous de voir si ça vous intéresse. Les navigateurs, là, sinon, c'est Chrome, le gros navigateur le plus utilisé. Et du côté de Google aussi, on utilise beaucoup ce qui se passe sur Chrome pour rajouter une couche partout. Oui, et Chrome, j'ai vu d'ailleurs qu'ils avaient ajouté un mode AI à même la barre d'adresse de Chrome. Donc, de plus en plus, on s'en va vers là. Le mode IA, là, je veux dire, il faut vraiment... C'est une nouvelle façon de naviguer. Moi, je ne suis pas un fan, mais c'est comme vous voulez. C'est gratuit. Ouais, tu le sais. Tu vas le dire. C'est gratuit. Quand c'est gratuit. C'est toi le produit. Tu sers à entraîner le modèle. Et j'ai hâte de voir dans quelques années, c'est pas nous qui vont mener à notre propre perte. Parce qu'en donnant les informations, nos habitudes de navigation, en ce moment-là, puis je te lance l'hypothèse, on s'en est pas parlé hors micro, mais je me demande si en ce moment les compagnies se dépêchent pas à récolter des informations de véritables utilisateurs dans la vraie vie. Quand on entraîne un modèle avec des données qui viennent de sources du web et tout, on n'a pas nécessairement, ou des testeurs, on n'a pas nécessairement des scénarios d'utilisation réels, de voir comment ma tante Ginette utilise Internet, comment Johan, le hacker, se sert d'Internet. Puis en récoltant de l'information comme ça, tu vois comment les gens utilisent vraiment le navigateur. Puis là, tu peux entraîner ton modèle pour offrir quelque chose qui va prédire qu'est-ce qu'on fait. Parce que c'est toujours qu'est-ce qu'on annonce, que ça va prédire qu'est-ce que tu fais, ça va te préparer tes onglets pour toi au bon moment et tout, mais pour l'instant, moi, ça fait rien de ça. Ça fait absolument rien. C'est très vrai. Quelqu'un me disait récemment qu'il y a une des choses qu'il faut savoir, c'est que toutes ces données qui sont collectées ne servent pas nécessairement à entraîner le modèle actuellement pour des fonctions actuelles, mais souvent, on dit
on va collecter le plus de données possible, des fois que plus tard, ça nous servirait dans d'autres fonctions. Ouais. Donc, on fait ça en prévision de quelque chose qu'on ne sait même pas si ça va arriver. Donc, oui, vous pouvez contrôler ces choses-là. Et évidemment, vous avez le choix. Vous avez votre choix de navigateur web, n'est-ce pas, qui font des fonctions qui s'activent et qui se désactivent aussi, si vous voulez ne pas tomber dans cette bouillie d'intelligence artificielle. Parlant de bouillie, un produit qui m'a laissé dubitatif lors de son annonce, c'est Pebble, ceux qui ont fait la montre Pebble, qui ont ramené à la vie la montre Pebble avec une application qui aurait, paraît-il, utilisé le code que des développeurs pendant des années ont développé bénévolement, se l'approprier, la rendre open source, ce qui a fait certaines colères. Ils ont lancé une bague qui s'appelle le Pebble Index 01. C'est un enregistreur numérique que tu mets à ton doigt. Et là, la chose qu'on met de l'avant, c'est que ça coûte pas cher. Ça coûte 75 $ américains, 125 $120 canadiens, ben 120 $ canadiens à peu près, prix de vente final, parce que évidemment, c'est en pré-vente ce truc-là, ça va être 100 $ américains. C'est une bague qu'on porte à son doigt qui est en acier, en caoutchouc, assez conventionnel, avec un bouton qui permet de démarrer un enregistreur qui va permettre de prendre des notes. Et ça va les transférer dans son téléphone et ça va les analyser, ça va les transcrire pour toi. C'est comme un aide-mémoire rapide et ça fait que ça. Évidemment, c'est un truc comme avec la philosophie Pebble, on va pouvoir ajuster le code, créer des fonctionnalités supplémentaires. Ce n'est pas conçu pour enregistrer en permanence, il faut appuyer sur le bouton et tout. Le bout qui cloche, et là je me dis, à quoi ils ont pensé? On dit que la pile dure des années. Et là je fais, la pile dure des années? Qu'est-ce que c'est ça? C'est pas rechargeable? Non, c'est conçu pour durer de 12 à 15 heures d'enregistrement, ce qui serait plusieurs années d'utilisation à coût de quelques secondes à chaque fois. Ah, ben là, t'enregistres quoi? C'est un gadget jetable. Mais là, pour enregistrer des pensées, des idées, n'oublie pas d'acheter du lait. Ah, mon Dieu. Sur le bouton de ta montre. Au lieu de sortir ton téléphone, de l'écrire, d'ouvrir ton téléphone, d'appuyer sur le bouton, d'appuyer sur ton assistant personnel, ça fait encore une fois des années qu'on nous dit que tu appuies sur le bouton, tu dis à Google, rappelle-moi telle chose. Une fois sur deux, je ne comprends pas votre demande. J'éteins les lumières du salon. Non, je te demande de... de me rappeler d'acheter du lait. Rappelez-moi d'acheter du lait, c'est assez flyé. Fait que c'est un gadget jetable qu'on peut précommander maintenant. Livraison en mars, si tout va bien. Donc, on parle d'après le nouvel an chinois, ce qui veut dire mars, peut-être avril. Donc, peut-être du retard à prévoir. Ça va être livré. Ma prédiction, peut-être en décembre 2026. Bien de voir. Ils disent que, OK, ça dure des années d'utilisation, elle coûte quelques secondes par jour d'enregistrement. On la retourne à la compagnie en fin de vie pour qu'elle soit recyclée. Mais là, c'est quoi l'empreinte écologique de retourner une bague dans une enveloppe et vont-ils vraiment la recycler alors qu'ils auraient pu concevoir quelque chose avec une pile qu'on peut remplacer? Voilà. Avec un petit rabat, un petit truc qu'on enlève et qu'on remet, quitte à offrir des piles qui doivent être très petites, mais qui pourraient se glisser dedans. Mais ils disaient, non, ça va être trop gros si on met une pile qu'on remplace. L'idée est bonne, mais l'exécution me désole en 2025 d'avoir une bague jetable pas chère. Que, évidemment... Ben oui, ça va être un bon produit, effectivement. Ouais. On va parler un petit peu de centre de données l'espace d'un instant. Il s'est créé cette semaine la Coalition canadienne pour l'infrastructure numérique. C'est un titre qui veut dire bien des choses. L'infrastructure numérique, essentiellement, on parle de centre de données. Il y a une course dans le monde, vous le savez, là, vers les centres de données pour l'intelligence artificielle. Motivés, générés, moussés par des géants comme OpenAI, qui valent des centaines de milliards de dollars et qui sont des centaines de milliards de dollars dans le trou parce que ce sont des entreprises qui ne font pas d'argent, mais qui ont besoin d'infrastructures et qui font donc qui signent plein d'ententes avec plein de fabricants. Et évidemment, il y a cette notion de souveraineté numérique où ces entreprises-là ne veulent pas, ou en tout cas, ce ne sont pas tous les pays qui veulent accueillir ces entreprises-là sur leur propre infrastructure. Donc, on parle beaucoup de créer ses propres centres de données pays par pays. Et au Canada, on a créé cette coalition est une initiative de l'industrie. On va faire la promotion d'une infrastructure numérique canadienne qui serait axée sur quatre directions. Garantir la souveraineté numérique, la fameuse souveraineté numérique, promouvoir la durabilité environnementale,
des centres, on le sait, ça a besoin d'une quantité d'eau phénoménale pour refroidir, ça a besoin de beaucoup d'électricité pour plein de raisons. Assurer évidemment la capacité énergétique de tout ce réseau-là, donc on veut avoir certaines exigences en termes de comment l'énergie est utilisée, et on dit on aimerait ça stimuler la formation d'une main-d'œuvre qualifiée pour des centres d'intelligence artificielle qui, de mémoire, ne demandent pas des gens si qualifiés que ça. Il faut juste faire de l'entretien TI assez basique de mémoire. Bref, on veut faciliter la construction de centres de données partout au pays. Quelqu'un disait cette semaine, ce serait le fun qu'il existe une coalition pour la forêt canadienne qui protège ces affaires-là. Parce que là, on rase des boisés entiers pour créer des centres de données qui sont essentiellement très peu, qui ajoutent très peu à la valeur économique locale. Parce que ce pas des centres de données qui génèrent beaucoup d'argent. C'est juste c'est l'infrastructure sur laquelle est bâti des trucs à valeur ajoutée, qui sont souvent des trucs étrangers. Donc, parce qu'on parle de souveraineté, et dans cette coalition-là, il y a Amazon, entre autres, et là, AWS, et des entreprises qui ne sont pas nécessairement canadiennes, mais qui veulent dire, ben, si on fait partie du mix, et dans ce mix, des entreprises locales, oups, tout à coup, c'est souverain. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va se déployer, mais c'est un nouvel organisme qui risque de vouloir se faire entendre sur la notion d'intelligence artificielle souveraine aussi, parce que c'est un enjeu au Canada en ce moment. Donc, à suivre, donc, cette coalition canadienne pour l'infrastructure numérique. On le sait que les gouvernements veulent construire des centres de données. L'industrie veut des centres de données. Donc, il reste juste à trouver d'où viendra l'argent. Et c'est ça. On soupçonne que ce ne sera pas des gouvernements parce que ça va nous coûter cher. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce que la coalition va faire? Je crois qu'elle va demander des subventions. Ça va probablement. Ce serait une bonne prédiction, effectivement. Et voilà. Petite nouvelle, on parle d'Espresso de Tech. Celle-là va être vraiment courte, mais c'est très drôle comment Spotify... En fait, il y a 2 nouvelles là-dessus. Vidéos musicaux dans Spotify. Belle surprise. Tu écoutes Spotify et si tu regardes la chanson, tu as un bouton pour voir la vidéo. C'est pas toutes les chansons, évidemment, qui ont des vidéos, mais j'ai été surpris en essayant quelques chansons des années 80. Je sais pas pourquoi j'écoutais Culture Club, Karma Chameleon. La vidéo était là et bam, tu as des beaux moments de nostalgie. Les nouveaux artistes, évidemment, tu peux les regarder. Je l'ai pas ici dans le téléviseur, mais ça, c'est quelque chose qui va être assez extraordinaire. Si pendant que tu écoutes avec ta télé Roku, ton application et la vidéo de la chanson est diffusée. Oh là là, ça peut être très cool. J'ai hâte d'essayer ça. Ça serait bien, ça. Ben oui. Et l'autre option, c'est qu'on a maintenant des listes de lecture assistées par l'intelligence artificielle qui sont ajoutées. Et donc, on peut... Et ça, c'est quelque chose que des fois, tu dis, je vais écouter de la musique un peu rythmée, de bonne humeur et tout. Tu avais des catégories qu'on te suggérait, mais là, tu vas pouvoir peut-être le demander plus précisément. Tel artiste, tel album, et ainsi de suite. Fais-moi un mix avec ça. Encore une fois, quelque chose à explorer pour le temps des fêtes. Des fois, on cherche une liste de lecture de musique de Noël, mais pépée, avec de musique de Noël, tranquille. Bien de voir qu'est-ce que ça va donner. Petite nouvelle Spotify, Alain, ça me réjouit toujours. Ben, c'est bien ça. Je vais aussi ajouter une dernière petite nouvelle avant que tu aies toi aussi une dernière petite nouvelle. Finalement, on fait des petites nouvelles. Il y a eu du nouveau annoncé par Google cette semaine en temps pour les fêtes pour la Google Pixel Watch 4, la fameuse montre connectée de Google. Des nouveautés qui, à mon sens, sont à la fois légères mais aussi importantes parce qu'on raffine l'interface, surtout dans une utilisation à une main, à une seule main. Donc, sans avoir à pitonner avec son autre main sur l'écran. On ajoute donc quelques gestes, dont le double pincement, tap-tap, qui permet, entre autres, de mettre fin à des appels, de mettre en pause des muteries de la musique, des choses comme ça. C'est tout bête, en fait, et ça nous ramène aux premières générations de Wear OS où on avait un certain nombre de fonctions, de mouvements du poignet sans avoir à utiliser l'autre bras, l'autre main, et qu'on a tout scrappé ça dans les dernières versions depuis qu'on a lancé la Pixel Watch, en fait. Et là, tranquillement, on revient parce que surprise, surprise, Apple a récupéré ces gestes-là dans son Apple Watch. On a dû se rendre compte chez Google que il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. On ajoute donc au double pincement aussi la rotation du poignet pour refuser un appel ou pour décliner une alerte. Vous savez, des fois, ça pop plein écran. Vous faites un petit geste et pouf, elle disparaît. Il y a un appel, vous êtes pris des mains avec des sacs d'épicerie, par exemple, ou des cadeaux de Noël. Vous déclinez comme ça, tout simplement. Il y a aussi une nouvelle... Il y a 2 choses, en fait. On peut, et c'est pas ça, c'est juste sur la Pixel Watch, mais on peut le lever pour parler à sa montre maintenant sans nécessairement invoquer le fameux mot-clé déclencheur. Apparemment, beaucoup de monde s'en sert. On dit que 97% des gens qui parlent à leur montre le font en levant le poignet plutôt qu'en invoquant Gemini. Je serais curieux de savoir sur ces 97%-là, combien de gens le font volontairement ou ils parlent à leur montre parce qu'ils lèvent le bras sans s'en rendre compte. Oui, tu regardes l'heure, poup, tu as un message de Google, et là là.
Quels sont les faux positifs? Ouais, ça, on ne le dit pas chez Google, mais on dit que comme c'est si populaire, on a ajouté un tutoriel étape par étape pour bien expliquer comment vous pouvez lever votre montre et parler à Gemini sans déclencher le mot-clé. À travers tout ça aussi, on utilise Gemini, encore une fois, ou en tout cas un modèle de langage pour personnaliser les réponses intelligentes, les réponses suggérées quand vous recevez un message texte ou un message, peu importe, écrit, et qu'on vous... Vous savez, il y a le clavier qui peut apparaître ou la commande vocale, mais il y a aussi une série de réponses préprogrammées qui sont bâties sur mesure. On a revu ce modèle-là pour le rendre plus prédictif, plus intelligent. C'est des buzzwords, hein, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais on doit avoir des réponses plus personnalisées au contexte de la conversation. Et on dit aussi qu'elles apparaissent plus rapidement et qu'on a simplifié à travers tout ça aussi la façon dont ça fonctionne pour économiser de l'énergie. Donc, la batterie de la Watch devrait durer un petit peu plus longtemps grâce à ces nouveautés-là. On ne dit pas à quel point c'est plus économique en termes d'énergie, mais des petites améliorations. Je veux dire ceci, moi, je ne peux que féliciter, célébrer, applaudir les raffinements d'interface à une main, la gestuelle. C'est un truc que j'étudiais à l'université, comment, à l'époque, quand la souris a été inventée, les chercheurs qui ont créé, entre autres choses, l'interface de souris, voyaient la souris comme le début de quelque chose qui allait devenir comme un gros instrument de musique. Pensez à un gros orgue à l'église, là, mais qui serait une méga souris. Vous pouvez utiliser les pieds, les genoux, les bras, les coudes pour opérer tout plein de trucs. Et là, Apple est arrivé avec sa souris à un bouton. Et depuis ce temps-là, on ne fait que demander d'acheter une souris d'une marque tierce pour avoir des boutons qu'on peut personnaliser, tu sais, les trackballs, ces choses-là. Ben oui, mon super trackball Kensington. J'ai désactivé les boutons parce qu'il y en a trop, c'est pour dire comment. Ben, tu vois. Quand on en a trop, cet équilibre-là. Les fabricants, clairement, s'adressent à des gens qui ne veulent pas plus qu'un bouton sur les choses. Et là, avec la Pixel Watch, et comme l'Apple Watch d'ailleurs, on raffine l'interface. Et ça, je suis un gros fan de ça. C'est comme apprendre à jouer un instrument de musique. C'est bon pour le cerveau. Oui. Et en terminant, le retour de Twitter, point d'interrogation. Écoute, si on peut ressortir de notre vocabulaire les termes tweeter et retweeter, je dirais que plus heureux parce que X, ça se dit pas. Il n'y a rien qui se dit. Exactement. Et je trouve que c'est, comment je dirais, le pire suicide d'un branding. Quand tu as un branding qui marche bien. Tu veux une marque comme ça, tu dis, tu as Twitter qui vaut de l'or, que tout le monde connaît, tu as un verbe à partir du mot tweeter. Et parce que tu as, je sais pas quel type de dysfonction au niveau des hémisphères du cerveau, tu décides d'appeler ça X. Fait que là, tu envoies un message, tu tues. Il y a un groupe qui s'appelle Opération Bluebird, qui veulent récupérer les droits et le logo de Twitter. C'est une start-up. Il semble que comme c'est abandonné par Elon Musk, il pourrait le récupérer. Il travaille fort là-dessus. Si ça vous intéresse, et c'est très curieux, on peut déjà aller sur twitter.new. Twitter.new, N-E-W. 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 Et il y a déjà plus de 100 000 personnes qui ont réservé leur handle, leur nom d'utilisateur du nouveau Twitter ressuscité. Alors, reste à voir ce que ça va tenir. Est-ce qu'il faut quand même se battre avec quelqu'un qui a beaucoup de ressources et beaucoup de hargne pour légalement mettre tous les obstacles possibles pour retarder ce service-là? Et deux, il ne faut pas oublier que si on refait un Twitter aujourd'hui, est-ce qu'on va retrouver la beauté, la naïveté de Twitter? Maintenant, même les nouveaux réseaux sociaux, Blue Sky et compagnie, c'est bourré de comptes qui sont flagrants. Même sur Facebook, maintenant, je reçois des messages là, pornographiques carrément. Je me dis, on est en 2025. Comment ça se fait qu'on puisse encore créer des faux comptes qui publient des images graphiques et sans que ce soit détecté avec supposément l'intelligence artificielle qui détecte les patterns et tout? Je ne conçois pas. Il y a quelque chose qui cloche dans cette univers. Il faut... Tu sais, l'image souvent utilisée par les Mark Zuckerberg et les Elon Musk de ce monde pour parler de leur plateforme sociale, c'est de dire ce sont les nouvelles places publiques numériques. Comme on allait avant dans la place Ville-Marie, mettons. Puis on se tenait en gang le dimanche, puis on jasait ou devant le parvis de l'église. Mais les places publiques, les vraies places publiques modernes, quand on y va aujourd'hui, c'est sale, il y a des toilettes, les toilettes publiques. Est-ce qu'il y a une toilette publique qui existe n'importe où dans le monde qui est propre? Au Japon, c'est pas pire. Ils ont une culture, parce que les gens vont les nettoyer là-bas. Parce que les gens vont les nettoyer. Mais la qualité moyenne d'une toilette publique, c'est un peu la même chose avec les réseaux sociaux, c'est qu'il y a toujours du monde pour venir salir, pour ne pas respecter quelque chose qui est collectif et qui est communautaire.
Et dès que quelque chose est populaire dans le numérique, il y a quelqu'un quelque part qui va venir souiller cette technologie-là. Et c'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux. On est rendu à une étape où espérer qu'une plateforme sociale va être toujours positive et encourageante et tout le kit, Oui, c'est un peu naïf. J'aime ton analogie de la place publique, parce que les places publiques, c'était aussi les bars de danseuses, c'était aussi les endroits un peu plus glauques où les gens faisaient des trucs entre adultes consentants, qu'on n'a pas de problème. Sauf que, généralement, tu étais, par exemple, à l'église, qui était une autre place publique à une certaine époque au Québec, ben, tu n'avais pas quelqu'un qui se montrait le zouiz, qui disait « Hey, viens te joindre à nous » comme ça, parce qu'il y avait une espèce de filtre naturel, le respect de ces limites-là. Mm-hmm. Et là, je trouve ça déplorable que les réseaux sociaux, puis ça a été révélé récemment là, qu'il y a un pourcentage des revenus qui sont faits par du spam, par des entreprises frauduleuses. Écoute, vas-tu annoncer que tu perds 10% de tes revenus parce qu'on est vertueux? Moi, je le ferais. Mais ça a l'air que les gens de Meta sont pas aussi scrupuleux. Ils n'ont pas le même nom, effectivement. Même règle morale, voilà. Opération Bluebird, hein? Il n'y a pas de la chanson de Michel Louvain, L'Oiseau Bleu, là? Il y a pas, c'est pas un truc, ben, la Dame en Bleu. Déjà l'hymne, tout trouvé. La Dame en Bleu. Qui chantait L'Oiseau Bleu? C'est sûr que L'Oiseau Bleu, ça existe. Il y a L'Oiseau de René Simard, je connais La Brume Claire. Peut-être que je mélange les deux. La musique des années 70 je pense que c'est L'Oiseau de Michel Louvain. Ce qui est quand même... Excuse-moi. La Dame en Bleu et l'Oiseau. Bon, écoute, à suivre, on ira tweeter ça sur le futur prochain nouveau Twitter propre et open source et tout le kit. Voilà. Ça m'a fait nos petites actus de la semaine. On prend une courte pause et je vous reviens avec un appareil, un gadget, une bébelle dont vous voulez entendre parler, mais peut-être pas pour les raisons que vous pensez. Restez avec nous à Une Tasse de Tech. De retour à Une Tasse de Tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une Tasse de Tech. Il existe des moments dans une vie où on fait des choses qu'on ne faisait pas avant. Et là, on va faire une vraie première chose à Une Tasse de Tech qu'on n'a jamais vraiment fait, en fait. Non. Parce qu'on ne se considère pas comme les influenceurs là, qui font ces affaires-là. On va, et je vais franciser le terme juste pour le rigolo de la chose, déboîter un nouveau produit. Déballer? Unboxing, ben oui, en fait, c'est effectivement déballé. On a reçu des nouveautés de OnePlus qui se précipitent avant les fêtes pour vendre des produits qui, on présume, vont être meilleur marché que les produits actuellement en vente, dont une tablette et un téléphone. Mais on a juste le droit, à ce stade-ci de l'année, de vous les présenter dans leur boîte et ensuite de les sortir de la boîte. Alors, roulement de tambour, Pascal a maintenant entre ses mains la boîte. Go. La boîte du OnePlus 15R. Ceux qui nous écoutent seulement, écoute, on pourrait faire une petite mélodie de... On va faire la version ASMR pour la balado, ben oui. C'est important de le dire quand même, traditionnellement, le modèle R des téléphones OnePlus est la version meilleur marché, donc plus abordable. On n'a pas annoncé de prix, on n'a pas annoncé grand-chose. On a laissé couler au fil des derniers jours quelques informations techniques. Comme par exemple, on spéculait, on en parlait il y a 2 semaines, on disait ce téléphone-là risque d'avoir une batterie au-delà des 8000 ampères-heure. On a annoncé, je pense, 7400 mAh. 7400 mAh. J'ai le modèle quand même vert. Une très bonne autonomie. Oh, on a déboîté un téléphone vert, tout le monde. Et voilà, ici, pendant que tu parlais ici, 7400 mAh. C'est pas mal tout ce qu'on peut dire. On l'a déballé. On va tout dévoiler le 17 décembre chez OnePlus. C'est un processeur Snapdragon 8 génération 5 non élite, parce que le OnePlus 15 a la version élite de la même puce. C'est le premier téléphone avec cette puce-là vendu au Canada. Et c'est vendu là, à temps pour Noël. Le problème avec OnePlus, c'est qu'ils vendent des appareils en dehors du réseau des fournisseurs cellulaires canadiens. C'est la même chose aux États-Unis. Donc, il faut se le procurer sur OnePlus, chez Best Buy, ou en tout cas à part d'un forfait cellulaire. Donc, ça se peut que ça vous coûte cher sur le coup. Mais ensuite, évidemment, vous pouvez, si vous avez un vieux forfait qui coûte pas cher, ça vaut la peine, ça se transfère bien. Bref, on vous en reparlera probablement au retour des fêtes, quand on aura eu le temps de déballer, de lever l'embargo, de tester. Et on vous parlera aussi de cet appareil, la tablette Pad Go 2 également de OnePlus, qui est une version... Ben, j'ai pas vu le prix, en fait, mais je présume que c'est une tablette très, très abordable. Une tablette quand même bon format. Oui, qui a coûté moins cher que ce qui était je sais plus, la tablette OnePlus précédente, la Pad tout court, je pense. Le Pogo, exactement. La Pogo. La Pogo. Écoute, on l'a en main. Écrivez-nous si vous avez des questions. On va en reparler probablement au fil des prochaines années. Les prochaines années, oui. L'année prochaine, 2026. L'année prochaine, en 2026, parce qu'on va se revoir au CES. Toi, tu veux nous parler de quelque chose qui... Écoute, je vais vous en parler parce que...
C'est un peu, on en parle souvent, tu sais, des affaires qu'on achète sur Kickstarter. J'ai pas un acheteur compulsif, mais celle-là, je trouvais le fun, plaisant de l'acheter pour voir ce qui allait se produire. J'avais un peu le doute que ça allait pas se produire tel que promis. C'est une bague connectée qui s'appelle la Ring One. La compagnie qui l'a fait s'appelle Muse Wearable. C'est des gens en Inde qui ont dit, on a une vision. Et ça a pris du temps parce qu'il l'annonçait, je pense, au printemps 2024 pour un lancement, bien sûr, avant Noël 2025. Ben et je l'ai reçu au courant de l'automne. Donc, ça leur a pris quand même un an de plus que prévu pour la mettre en marché. Et on disait, cette bague sera faite de titane et de céramique. Et elle sera un petit peu plus grosse que les autres parce qu'elle aura en fait, elle aura une couche supérieure qui pourrait être mobile. Donc, on la tourne et elle fera clic, clic, clic et vous pourrez agir comme une interface tactile sur différentes applications mobiles. Vous pourrez surtout, en faisant un seul clic de la portion supérieure, activer une antenne NFC et l'utiliser comme outil de paiement sans contact, en tapotant, n'est-ce pas, le terminal de paiement sans contact de votre choix, parce qu'on a inséré une antenne NFC à bord. Ça, c'était la promesse. La réalité, c'est qu'on a envoyé une bague en plastique cheapette qui n'a aucun mécanisme whatsoever, mais qui a quand même des capteurs de santé de base, de cardiomètre entre autres, et qui a une antenne NFC. Là, il ne faut pas vous le montrer, il n'y a aucun moyen de voir ça, mais c'est écrit ici, on voit le petit logo NFC, donc on sait il est où. Donc la promesse de ce mécanisme a été changée par la promesse de tu la mets sur ton doigt et tu pivotes à 180 degrés, et là, l'NFC est sur le dessus, et là, tu peux payer. Ça laisse beaucoup de place à plein de mauvaises raisons d'utiliser ça, mais on vient d'activer, parce qu'initialement, on ne l'avait pas dans l'application non plus, mais on vient d'activer cette fonction-là pour utiliser avec un portefeuille numérique dont j'oublie le nom, mais qui n'est pas fonctionnel au Canada, qui est fonctionnel essentiellement au Royaume-Uni et en Inde. Et je pense que c'est tout. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, parce que historiquement, tous les gadgets de ce genre-là qui promettaient un paiement NFC, qui n'était pas juste un téléphone grand public, donc qui n'était pas Android ou iPhone, était complètement impossible et défendu et interdit par exemple, les grandes banques canadiennes, mais il y a aussi Mastercard et Visa de ce monde. Donc, il y a des chances que cette gadget-là devienne fonctionnelle tel que promis sont infinitésimales, pour ne pas dire inexistantes, à l'extérieur de 2 pays dans le monde. Ce qui est un peu dommage parce que je regardais le prix de détail sur Kickstarter, il n'était pas très cher, il était comme 150 $, me semble. Mais elle est 450 $ sur le site du fabricant. Wow. Qui est un prix qui n'a pas de bon sens pour une bague. Mais on promettait titane céramique, on promettait le mécanisme. On dit il va y avoir une version 2.0 qui aura tout ça et plus encore. Là, on appelait ça la turn wheel, le mécanisme. Mais on aura aussi, dit-on, un lecteur de niveau d'oxygène dans le sang, un truc pour la tension artérielle. On y allait pour la totale. Là, ce qu'on obtient, c'est une bague qui a quand même... Bon, on disait 7 jours d'autonomie. Il y en a 2 ou 3 si vous l'utilisez quand vous courez, puis vous faites de l'activité sportive, puis vous voulez suivre le mouvement. Elle le suit automatiquement. Donc, il n'y a pas de réglage. On ne dit pas « Hey, je commence un exercice », elle le détecte automatiquement. Ça, c'est quand même bien, ça fonctionne. Elle vous donne un indice de sommeil aussi qui est quand même pas mal le fun. Et elle vient avec un étui. Et là, on disait c'est un écran avec écran transparent et tout le kit. Mais finalement, c'est rien que du plastique bon marché. C'est vraiment hyper décevant. Mais comme c'est un étui avec une batterie, vous pouvez traîner ça avec vous et vous pouvez recharger votre bague 2 fois. Donc, ça vous donne à peu près une semaine d'autonomie dans le meilleur des cas. Bref, un autre bel exemple de pourquoi il ne faut pas acheter des affaires sur Kickstarter quand on ne sait pas trop ce qu'on fait. C'est comme un peu parier sur aller jouer au blackjack au casino, c'est qu'il y a des chances que votre argent passe et que la maison l'emporte et que vous n'aurez rien au bout. Parce que ça, c'est... On a livré un produit, une bague connectée. On promettait de livrer une bague connectée, mais elle est tellement loin des attentes et tellement décevante que finalement, on la met dans le tiroir parce que ça ne servira pas. Donc, c'est vraiment de l'argent gaspillé et de l'énergie dépensée qui n'a aucun bon sens. Oui, et c'est fou comment, en 2025, j'ai déjà fait un billet là-dessus en disant Kickstarter et moi, c'est fini. Parce que tous les projets, ceux qui ont eu du succès, même Pebble a été lancé sur Kickstarter 2 ans après des années de retard ils ont arrêté parce qu'ils ne pouvaient pas tenir le rythme. Nomme-moi un projet Kickstarter qui a vraiment réussi, qui a duré, qui a grandi, sans demander de nouveaux projets Kickstarter. Et je regarde des compagnies comme Remarkable qui lancent leurs produits en financement social pour créer de l'excitation à propos des produits. C'est retard après mise à jour, produits, comme tu dis, qui arrivent décevants. Moi, j'ai fait un produit qui s'appelle le Be OK by Bring Your Own Keyboard en me disant, OK, ça va être mieux. J'ai fait un autre projet qui s'appelle le Zero Writer.
qui devait être livré. Je l'ai eu en main cet été en prototype. Il devait être livré dans les semaines qui suivent. Il devrait commencer à être livré en janvier 2026 parce qu'ils ont découvert qu'une barre d'espacement était pas correcte. Et là, tu fais, mais c'est épouvantable. On parle de mois de retard. Et là, tu économises combien? Est-ce que tu économises vraiment? Parce que Est-ce que tu économises vraiment? Parce que tu ne l'aurais pas acheté. Tout ce que tu n'as pas payé, effectivement. C'est ça, tu ne l'aurais pas acheté. Puis si tu économises, tu évites d'acheter des produits décevants à l'arrivée, tu peux garder tes sous pour acheter des produits livrables maintenant. Même dans certains cas, les produits sont livrés à ceux qui l'achètent maintenant, avant ceux qui ont payé leur précommande il y a des années. C'est toujours un peu triste de voir qu'est-ce que ça donne. J'attends le billet d'une journée à l'autre. J'ai bien hâte de voir. Oui, je te comprends et je comprends aussi l'anxiété que ça génère. Donc, on a commencé ce segment avec un unboxing et ça, clairement, c'est un reboxing parce que ça va directement se retourner dans la boîte. La Muse Ring 1. J'ai hâte de voir la Muse Ring 2 pour voir si ça va être meilleur, mais ça ne sera pas avant un petit bout de temps, j'imagine. Entre-temps, bien sûr, on va terminer l'année. Parce que nous, c'est le dernier épisode et on pourrait en reparler strictement qu'en 2026. De toute façon, en 2026, nous, on démarre ça sur les chapeaux de roue avec le CES en direct de Las Vegas. Dans ce cas-ci, on sera les deux là-bas, donc ce ne sera pas du bluff. Ça va être vraiment 100% névadien comme premier balado de l'année. Donc, j'espère que vous passerez un joyeux temps des fêtes, mais j'espère aussi que vous nous reviendrez tôt en janvier. Parce que nous, on continue en force. Et en attendant, que je finisse ma phrase, je vous le dis, allez vous abonner parce que nos balados, il y a des archives qui sont excellentes. Toute la saison 11 est parfaite, elle est merveilleuse, elle est magique, mais les anciennes saisons aussi. Et il n'y a pas beaucoup de balados techno qui sont rendus à 11 saisons, je vous le dis ça en passant. Et il y a du contenu riche dans tous les épisodes d'une tasse de tech. Donc allez voir ça. Offrez-vous des cadeaux, du bon temps famille, tout le reste, amusez-vous bien pendant le temps des fêtes. Il y a beaucoup de neige, ça vaut la peine. Allez jouer dehors, c'est bon. Lâchez TikTok et les affaires addictives inutiles et allez entraîner votre cerveau à jouer dans la neige, ça va vous faire du bien. Sinon, on vous souhaite une bonne fin d'année. Pascal, pareillement, joyeux temps des fêtes, on ne se verra pas non plus. Joyeux temps des fêtes aussi. N'hésite pas s'il y a quoi que ce soit, si tu as le goût de jaser, hein, on va se planifier quelque chose à Vegas. En plus, j'espère, des enregistrements d'une tasse de tech. Mais ce qui se passe à Vegas, malheureusement, reste c'est là-bas. Ça va être la partie confidentielle. Alain et Pascal Pompette à Vegas, ça, c'est pour nos abonnés Patreon. Tiens, on va faire ça pour 2026. TELUS Plan Hub, merci beaucoup d'être partenaire du podcast. Cogeco Média pour la mise en onde, de la diffusion, de la distribution du podcast partout dans votre plateforme de podcast préférée. C'est pas tous les podcasts qui vous permettent cette flexibilité-là. On peut venir sur pascalforgette.com. Je vais le publier au cours des prochains jours. J'ai beaucoup de petits trucs que j'ai gardés en banque, des articles tu vas être à la radio aussi pendant les fêtes. Là. Je vais faire aussi des chroniques au 98.5 pendant le temps des fêtes du 22, je crois, jusqu'avant le CES. Fait que le matin, si vous avez envie de m'entendre, on va parler de petites astuces pour... je vais certainement parler de... l'intelligence artificielle pour préparer son temps des fêtes. Ça va être très drôle. On peut te lire dans la presse et aussi dans une balado de voiture. Je suis un peu jaloux. Ça tient la route. Ça tient la route. On est en train de finir notre année de ce côté-là aussi. Donc, on fait aussi nos coups de cœur et nos coups de masse pour le secteur automobile. Donc, allez voir ça, ça tient la route. C'est aussi sur les sites du groupe Cogeco et dans les plateformes de votre choix. Donc, levez-vous le matin, faites-vous un café, écoutez Pascal à la radio, prenez votre temps, prenez ça relax et on se revoit en 2026 pour une autre série d'épisodes d'une tasse de tech. Salut tout le monde.